Bonsoir. Effectivement, moi je vais pas faire une conférence au sens strict du terme, c'est-à-dire plutôt essayer de vous donner quelques pistes ou quelques idées qui me sont chères sur Bruce Lee, parler comme ça 30 minutes, 40 minutes, et puis après, effectivement, si vous avez des questions, des réflexions, si vous êtes violemment contre ce que j'ai dit, ce sera le moment de l'exprimer. Là aussi, je ne vais pas essayer de tout résumer sur Bruce Lee. En même temps, c'est une vie très brève, très courte, très fulgurante. Bruce Lee est né en 1940, il est mort en 1973, il a vécu 32 ans. Donc c'est vraiment un météore dans l'histoire du cinéma. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a commencé très très jeune à s'intéresser à l'image et au cinéma. Je vais y revenir. Mais c'est vrai, ce qui m'a le plus intéressé, ou qui m'a en tout cas motivé, qui m'a aidé à passer à l'acte de l'écriture de ce livre, c'est que j'ai eu très tôt une passion pour Bruce Lee, comme beaucoup d'entre nous, c'est d'une grande banalité ça, mais j'avais le sentiment aussi, au fur et à mesure, que Bruce Lee n'était jamais pris au sérieux. D'abord, il a été énormément, mais ça c'est la rançon du succès, caricaturé, imité. D'ailleurs, il a donné lui-même naissance à un genre unique dans l'histoire du cinéma. Je ne connais pas d'équivalent à ce que la mort de Bruce Lee a suscité dans l'histoire du cinéma, à savoir la naissance des faux Bruce Lee. Vous savez qu'à partir du moment où Bruce Lee est mort en 1973, a commencé à littéralement proliférer des copies, des doubles, des alias, des sortes de sosies qui s'appelaient Bruce Le, Bruce Lai, Brutti, Bronson Lee, et dans toute l'Asie, que ce soit aux Philippines, en Corée du Sud, mais aussi bien au Canada, en Afrique du Sud, a commencé à se développer cette mode, mais on n'arrive pas à en faire la filmographie exacte, je pense qu'il y a une centaine de titres, qui de 75 à 80, comme ça, a en quelque sorte prolongé le mythe Bruce Lee, l'a fait vivre dans des ersatz souvent drôlissimes ou invraisemblables. Donc, il y a à la fois à la fois il a été énormément caricaturé, ce qui est un signe d'hommage, il a été incroyablement célébré, et en même temps, je me rendais bien compte aussi que, d'une certaine manière, Bruce Lee n'est jamais vraiment pris au sérieux. C'est-à-dire qu'il passe plus pour un phénomène de foire que pour ce qu'il est à mes yeux, c'est-à-dire un acteur phénoménal. Et que l'ambition, en tout cas pour moi, c'était autant que je pouvais, d'organiser ou d'aider à ce déplacement pour que Bruce Lee quitte la foire et entre dans le cinéma, qu'il soit l'objet d'études, d'analyses, d'un regard sur son jeu d'acteur, sur sa capacité à inventer sa présence depuis le plan, et qu'on cesse donc de le considérer presque comme hors champ de l'étude cinématographique. L'idée, c'était littéralement de rapatrier Bruce Lee dans l'analyse cinématographique, au même titre qu'on peut étudier l'œuvre d'un cinéaste, ou qu'on peut étudier plus rarement en France, mais ça commence à se développer, ce qu'on appelle l'étude actorale, c'est-à-dire vraiment d'étudier l'acteur. Et puis, l'autre chose qui m'a tout de suite frappé, je pense, dès que j'ai vu un film de Bruce Lee, j'étais petit, mais ça ne m'a jamais quitté, et qui s'est confirmé par la suite, c'est à quel point, d'une certaine manière, et c'est pour ça que j'ai choisi Opération Dragon, qui est son dernier film terminé, c'est qu'il m'a semblé que Bruce Lee résumait, en tant qu'acteur phénoménal, résumait certaines des puissances ou des propriétés du cinéma lui-même. Et ce qui m'a passionné dans Opération Dragon, c'est que le film, moitié consciemment, moitié inconsciemment, le sent. C'est-à-dire que le cinéaste, le film lui-même, se rend compte qu'il est face à un acteur tout à fait singulier, tout à fait phénoménal, et au fur et à mesure du tournage, s'invente des dispositifs qu'on pourrait appeler des dispositifs cinématographiques, pour en quelque sorte arriver à restituer quelque chose de cette incroyable présence. Parce que si on ne s'interroge pas sur la présence de Bruce Lee à l'écran, c'est-à-dire son aura, on ne peut pas comprendre qu'un acteur qui aura fait 4 films et demi et qui aura traversé le cinéma pendant 2 ans ait laissé une telle empreinte. Je vous ai dit 100 films, une centaine de films après sa mort pour
pour essayer d'en faire durer l'image. Mais quand vous allez aujourd'hui sur Internet, je ne vous dis pas, c'est des millions de pages qui sont consacrées à Bruce Lee, des sites, des blogs, alors je passe aussi les biographies, les articles. Bref, on est dans le cas typique d'une star. Et si on ne le prend pas un peu au sérieux, il n'y a rien à faire pour comprendre quelque chose de cette pérennité ou de cette persévérance du mythe. Alors, ce qui m'a, là aussi, je me suis dit, peut-être ce qui peut le plus faire comprendre ce que j'essaie de dire ou nous aider à approcher de cette idée d'une présence singulière, c'était de vous montrer un premier extrait. Alors, vous allez voir, c'est un premier extrait qui ne commence pas par Bruce Lee, ça commence par Charlot. Donc, 2 courts extraits du Cirque, le film de Charlot, de Chaplin, qu'il a réalisé en 1928, suivi de 2 courts extraits d'Opération Dragon. Donc, je vous montre ça, ça dure 2-3 minutes, et ensuite, je reprends la parole. Poser d'emblée la question des miroirs explicite un peu ce que je disais sur le fait que le film devient lui-même une machine cinématographique, c'est-à-dire que le miroir devient en quelque sorte l'image de la machine qui enregistre le mouvement et filme le mouvement. Je laisse de côté pour l'instant Charlot Chaplin, simplement quand même... Oui, il est vivant. Et simplement Charlot, vous avez vu dans le premier extrait, quand il entre, il ne se reconnaît pas d'emblée et donc il se salue dans le miroir. On sait par la psychanalyse que évidemment le miroir, c'est le moment, ce qu'on appelle le stade du miroir, c'est le moment où
l'enfant fait son unité. C'est le moment où, dans le miroir, l'enfant se rend compte qu'il n'est pas des parties, des bouts, mais un corps, une totalité, et qu'il prend conscience de son identité. Dans le cas de Bruce Lee, la question se complique parce qu'il y a ce stade du miroir, mais s'il y a bien quelque chose que Bruce Lee a mal résolu psychologiquement, c'est bien le stade du miroir et la formation du jeu, c'est-à-dire du jeu JE. Et vous voyez que dans la scène là, et ça va aller crescendo, les miroirs sont beaucoup plus démultiplicateurs, sont beaucoup plus fragmentés, et que ce qui apparaît du corps de Bruce Lee, ce n'est pas une totalité, mais justement des fragments, un démembrement. Bon. Et je voulais dire ça parce que ça me permet de vous donner aussi quelques informations qui me semblent essentielles pour comprendre sa trajectoire sur justement la biographie de Bruce Lee, qui, à mon avis, a à voir avec cette schise, avec ce dédoublement, avec cette impossibilité à faire son unité. En effet, Bruce Lee, c'est un Chinois de Hong Kong. Il est né en 1940, mais en fait, par hasard, parce que son père, Lee Hoi-chuen, était membre de la troupe de l'Opéra de Canton. Et la troupe de l'Opéra de Canton faisait en 1940 une tournée dans les Chinatown de l'ouest des États-Unis. Et il est donc, Lee Hoi-chuen, voyagé avec sa famille, et sa femme a accouché en 1940 à San Francisco. Si bien que Bruce Lee, né en Amérique, est né avec la double nationalité. Et sa mère le surnomme Jun Fan, et Jun Fan en cantonais, paraît-il, je ne suis pas courant en cantonais, mais je me suis renseigné, Jun Fan, ça veut dire retourner, voir celui qui reviendra, voir celui qui réveillera les pays étrangers. C'est-à-dire que la mère de Bruce Lee aurait eu la prescience que Bruce Lee serait toute sa vie attiré par le lieu et le territoire, le pays qu'il avait vu naître. Et elle va être d'une certaine manière comblée au-delà de ses espérances, et ça va devenir le projet paradoxal de la vie de Bruce Lee. Quelques mois après, évidemment, Bruce Lee, nourrisson, rentre à Hong Kong, et il vit à Hong Kong de 1940 à 1958. Pendant ces 18 premières années, il est enfant acteur dans le cinéma de Hong Kong, puis adolescent acteur, et entre 1948 et 1959, il tourne 23 films dans le cinéma cantonais de l'époque. C'est dire que la question de l'image pour Bruce Lee, la question de sa présence et de la question de son identité par l'image se pose d'emblée avant même la question des arts martiaux, puisqu'il s'initie aux arts martiaux vers l'âge de 13 ans à Hong Kong. Et en 1959, mais il faut savoir aussi que dans cette période qui va de 40 à 58, où il est donc cet enfant star ou cet adolescent star à Hong Kong, il est, comme toute la colonie britannique de Hong Kong, pris aussi dans comment dire, le goût de l'Amérique. D'ailleurs, le premier film qu'il tourne enfant, enfin quasiment le premier, s'appelle The Kid, qui est évidemment une allusion à Charlot, et le dernier s'appelle The Orphan, où il, en tant qu'acteur adolescent, Bruce Lee prend des poses et des mimiques qui font évidemment penser à James Dean. C'est pour dire que le modèle américain est incroyablement puissant et incroyablement séduisant et attirant. Et en 1959, pour des raisons pas toujours élucidées, mais donc Bruce Lee a 18-19 ans, mais pour des raisons qui sont à la fois parce que Bruce Lee était un voyou, il se battait tout le temps, il participait à des guerres de gangs, et que visiblement ses parents, pour éviter un règlement de compte, ou pour, là aussi peut-être, éviter la police, bref, l'envoie aux États-Unis, où il arrive en 1959. Il débarque à San Francisco, et pendant toutes les années 60, San Francisco, Seattle, Oakland, Los Angeles, pendant toutes les années 60, jusqu'en 70-71, il vit aux États-Unis. Et il vit aux États-Unis avec, en quelque sorte, une double idée. À la fois, il ouvre des écoles de kung-fu pour apprendre à des non-chinois ce qu'il a appris à Hong Kong, ce qui est déjà une position assez hérétique par rapport à la tradition et au droit de l'enseignement du kung-fu à cette époque. Et d'autre part, son obsession reste évidemment le cinéma. Sauf que parvenir à devenir un acteur quand on est chinois de Hong Kong à Hollywood, dans les années 60 américaines, c'est quasiment mission impossible.
Donc Bruce Lee va en quelque sorte de déception en déconvenue, de déconvenue en humiliation, et presque rien ne prend. Vous connaissez évidemment la série Le Frelon Vert, qui a été relancée par le film de Michel Gondry. Mais il faut voir le frelon vert, c'est-à-dire que Bruce Lee, il joue en permanence masqué. Quand il n'est pas masqué, il est en livrée de chauffeur, et quand il n'est pas en livrée de chauffeur, il est en livrée de domestique. Bon. Et puis, il vient tout le temps prêter évidemment main forte au héros, et il écrivait une lettre dans les années 60 au producteur de la série du Frelon Vert pour lui demander si par hasard, il ne pourrait pas avoir quelques lignes de dialogue, ce qui l'aiderait à se maintenir un peu mieux dans le plan et dans la relation avec les acteurs. Bon. Donc, c'est un moment à la fois essentiel et très difficile pour Bruce Lee, parce que justement, il n'accède pas à l'image qui, pour lui, est l'image de son unité. L'exemple le plus frappant, c'est qu'à la fin des années 60, il tourne un film grâce à un ami, il a un petit rôle dans un film qui s'appelle La Valse des truands, et où James Garner, l'acteur James Garner, joue Philippe Marlowe, le détective privé. Et là, Bruce Lee a deux scènes. La première, il entre dans le bureau de James Garner, il est donc Bruce Lee joue l'homme de main du truand, et il fait une démonstration époustouflante, il casse tout, bureau, chaises, vitres, et même un lustre à 2 mètres du sol, il envoie un coup de pied à la lune en un plan qui est assez sidérant. Et puis dans la deuxième scène, vers la fin du film, il se bat contre le même James Garner en haut d'un gratte-ciel. Et là, à un moment, Bruce Lee prend son élan. Et James Garner, qui est loin d'être souple, l'évite. Et Bruce Lee tombe dans le vide. Et on entend au cri qu'il s'écrase 17 étages plus bas. Je vois dans cette scène le moment où Bruce Lee saute dans le vide de sa représentation américaine. C'est-à-dire que les États-Unis, l'Amérique, Hollywood, ne sait littéralement pas quoi faire de lui. Elle l'évacue par le côté du cadre, elle le fait sortir violemment. C'est littéralement une image qui ne peut pas tenir dans le cadre. Et ça, c'est quelque chose qui va plus la série Kung Fu, puisque vous savez que c'est une histoire compliquée, mais a priori, Bruce Lee devait accéder au rôle de la fameuse série Kung Fu avec John Carradine, mais les producteurs de l'époque craignaient qu'en donnant le rôle à Bruce Lee, la série télé passe mal, c'est le cas de le dire, dans les États du Sud, c'est-à-dire dans des États où on craignait que donner le premier rôle à un Chinois ne soit pas acceptable ni accepté. C'est pour tout ça que Bruce Lee fait machine arrière, ou en tout cas repart à Hong Kong en 71, parce qu'on lui fait une proposition, et là, il a l'occasion de tourner Big Boss, donc, qui est son premier film en tant que le Bruce Lee qu'on connaît, et en 1971, donc, il fait ce film Big Boss, mais lui, il fait Big Boss comme une manière de faire un pas de côté. Ce qui l'obsède, lui, c'est les succès d'audience de la série Long Street, dans laquelle il a joué aux États-Unis et dont il espère qu'elle va lancer sa carrière. Tout ça pour dire que la vraie question que se pose Bruce Lee à ce moment-là, c'est, je dirais, comment occuper le plan ? Comment tenir dans un plan et dans un territoire qui ne veut pas de vous ? Le plan devient le symbole ou l'incarnation de ce territoire américain qui ne veut pas de lui et qui cherche à l'évincer. Donc par quels moyens corporels, lui, peut-il occuper le cadre ? Alors, on va regarder une deuxième série d'extraits pour essayer de déployer par le cinéma la manière qu'il a trouvée justement pour s'enraciner. Ouais, 做咩？一碌木咁企喺度。仲唔係去做嘢？
Là aussi, j'en reviens rapidement à Charlot Chaplin. Hein. J'ai évidemment établi ce parallèle, d'abord parce que je n'ai pas le temps de tout aborder, mais Charlot, comme Bruce Lee, pose la question de qui signe le plan. C'est-à-dire, quand on existe autant dans le plan, est-ce que le metteur en scène est encore le vrai réalisateur du film, ou est-ce que l'auteur est celui qui anime le plan? Bon. La deuxième raison, c'est que, évidemment, Chaplin, comme Bruce Lee, sont deux immigrants. Et que la question de l'immigration et donc du droit au sol ou du droit à l'image, elle se pose pour les deux, non pas de la même manière, mais de manière similaire. La troisième chose, c'est que chez Charlot, c'est l'élastique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe son temps à vouloir être dans les lumières de la ville, au centre du plan, et qu'on évacue et qui revient comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. On ne veut pas de lui, on le vire, il rentre par la fenêtre, il occupe le centre, on le revire, il revient, et il fatigue l'autre de ne jamais se fatiguer. D'une certaine manière, Bruce Lee emploie cette méthode et l'inverse. Vous avez vu dans le premier extrait que je vous ai laissé spécialement en cantonné, qui est un extrait de Big Boss, le contremaître essaye de bouger Bruce Lee, mais ça ne produit aucun effet, il est littéralement enraciné, fiché en terre. Il faisait 1m60 pour 70 kg, mais on sent un poids, une gravité, un centre de gravité qui fait que l'autre littéralement ne peut pas le déplacer. Et ce qui est très très beau dans certains des combats de Bruce Lee, c'est que vous verrez quand le combat se déploie, très souvent Bruce Lee occupe littéralement le centre du cadre et il n'en dévie pas. Les autres arrivent comme des bourdons et ils sont rejetés à l'extérieur, qui est donc évidemment l'inverse de sa phobie à lui, qui est d'être évincé. Et lui reste centré dans le plan, parfois même il ne regarde pas l'adversaire, et comme le samouraï aveugle Zaitoichi, qui était un héros japonais que Bruce Lee admirait énormément, Bruce Lee semble en aveugle se défaire de ses adversaires et rester en quelque sorte droit dans le plan. Et puis l'autre méthode, c'est, je dirais, la méthode mur de Jéricho que vous avez vu dans l'extrait de La Fureur du Dragon, où là c'est l'inverse. N'arrivant pas à avoir le dessus sur son opposant, en l'occurrence Chuck Norris, il emploie une méthode inverse. Il laisse le centre à l'autre, et puis, dans l'espace du cinémascope, il se déplace en rond, il fait le tour littéralement de l'adversaire, sans jamais lui porter un coup, mais en essoufflant l'autre, et en quelque sorte en étant... Ce mouvement giratoire, qui est l'inverse de l'enracinement, produit le même effet, c'est-à-dire la possibilité pour Bruce Lee d'occuper le centre. Je vois dans cette obsession du cadre, du plan et du centre du plan, quelque chose qui est l'ambition de tout immigré qui se tient à la marge, qu'on tient à la marge, qu'on exclut et qui veut exactement ce qu'on lui refuse. Bruce Lee... Là aussi, je ne peux pas trop développer, mais ça, évidemment, vous le voyez, Bruce Lee le peut parce que son corps est crédible et son corps le peut. C'est-à-dire que Bruce Lee est un homme qui a littéralement produit son corps. Il a produit son corps dans l'espoir de son avènement cinématographique. Il s'est fait un corps pour le cinéma. Là aussi, je ne décrirai pas, mais c'est quelqu'un qui s'est entraîné comme personne ne s'est jamais entraîné. C'est quelqu'un qui s'entraînait du lundi au samedi, qui notait dans ses agendas qu'il s'arrêtait lorsque ses jointures saignaient. C'est quelqu'un qui pouvait donner 2000 coups du droit et du gauche dans la même journée. Bref, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il regardait la télé, regardait la télé en suspension pour travailler ses abdominaux. C'est-à-dire que chaque partie du corps, là aussi, toujours l'angoisse du démembrement et le fantasme que son image puisse faire une unité. Il travaillait chaque partie de son corps pour que l'ensemble puisse enfin constituer son identité. Et puis, parce que comme je veux aller vite, mais évidemment, l'autre dimension qui crée la
la sidération dans le cas de Bruce Lee, et ça crée, je dirais, la sidération pour l'adversaire, le spectateur et même la caméra. C'est évidemment ce qui a marqué les esprits, c'est-à-dire la vitesse. Évidemment, si Bruce Lee peut se battre, comme je l'ai décrit, que ce soit en occupant le centre du plan ou en tournant autour de l'adversaire, et vous avez vu là, dans le dernier extrait, l'usage du ralenti, je vais essayer d'y revenir, c'est que, évidemment, Bruce Lee était capable d'une vitesse qui dépassait, j'allais dire, l'entendement du cinématographe, c'est-à-dire qui dépassait la vitesse normale du cinéma. Alors, pour ça, on va regarder rapidement aussi deux extraits, l'un sur la vitesse et l'autre qui n'est pas de Bruce Lee, mais qui traite de la question du ralenti. Sur la question du ralenti, il y a deux extraits, deux moments comme ça d'escrime, et puis un troisième film d'Étienne Jules Marais, donc, qui était un physiologiste français et un biomécanicien qui s'intéressait évidemment à la restitution du mouvement, mais surtout à son analyse, à la décomposition du mouvement. D'où l'effet de ralenti, pour voilà, arriver à saisir quelque chose qui restait invisible à l'œil nu. Et un dernier extrait qui va nous ramener à la main de Bruce Lee. J'aime beaucoup l'entame du combat de Bruce Lee contre le méchant qui s'appelle O'Hara, où ils ont là, comme ça les mains en position, parce que ça va tellement vite la première fois que Bruce Lee répète en quelque sorte comme une boucle de cinéma expérimental, il répète le geste parce que tout simplement on n'a pas eu le temps de voir et on aimerait bien revoir. Alors Bruce Lee, qui est très gentil, recommence et ça produit le même effet et toujours on a le même sentiment que on n'a pas vu exactement ce qu'on aurait voulu voir, est-ce qu'on a tout vu, mais par où c'est passé, enfin bref. Il y a cette impression comme ça d'une vitesse telle que lorsque, pour cette scène en particulier, Robert Klaus a dit qu'ils ont tourné la scène à 30 ou 32 images secondes. C'est-à-dire qu'ils l'ont tournée de telle sorte que, alors qu'on a l'impression que la scène se déroule à vitesse normale, 24 images secondes, il y a plus d'images par seconde pour que ça crée une impression de ralenti, invisible, mais qu'on ait le temps d'en voir un peu plus dans cette vitesse-là. Je trouve cette anecdote que j'ai autant que possible vérifiée et qui semble avérée, qu'effectivement, pour saisir la vitesse de Bruce Lee, il fallait en passer par un effet de ralenti. Vous avez vu que dans les plans qui précèdent le mouvement, la gifle qu'il lui donne, là, le cinéaste utilise le ralenti, on le voit, et au moment du geste, le ralenti devient invisible. C'est-à-dire qu'à vitesse normale, Bruce Lee est un accéléré, et que si on veut voir quelque chose de Bruce Lee, alors il faut en passer par le ralenti. Sur le tournage d'Opération Dragon, on surnommait aussi, alors on passe de la main à la jambe, mais on surnommait Bruce Lee l'homme aux trois jambes. C'est-à-dire quelqu'un qui, évidemment, est capable, comme ça, de déployer un corps au-delà des possibilités normalement entendues ou visibles. Et je pense que ce qui fait une part de la sidération, on la voit la sidération là, quand il filme les combattants en train de regarder le combat, c'est nous, quoi.
C'est-à-dire que c'est la sidération devant l'hébétude, devant ce qu'on croit avoir vu, mais qu'on n'est pas sûr d'avoir bien eu le temps de voir. Il y a un autre moment dans le film que vous verrez dans Opération Dragon, où Bruce Lee fait la démonstration magistrale de l'usage du nunchaku. Et là aussi, il y a un garde qui le regarde et qui est totalement sidéré. Et c'est évidemment comme si la caméra, le spectateur et l'adversaire étaient dans la même sidération, dans la même incapacité à comprendre exactement ce qui venait de se dérouler. D'où l'usage, comme je disais, du ralenti, d'où l'idée de marée, puisque à ce moment-là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est non pas faire la synthèse du mouvement, je dirais lumière, mais arriver à faire l'analyse du mouvement, arriver à décomposer le mouvement, arriver à faire de la dissection visuelle. Et ça, c'était l'ambition d'Étienne Jules Marais, c'était l'ambition de Muybridge, c'était cette ambition-là d'utiliser le cinéma pour qu'en quelque sorte on y comprenne quelque chose au mouvement humain ou au mouvement animal, et qu'on arrive scientifiquement à parvenir en quelque sorte à la source de la vie qui est mouvement. Et j'aime beaucoup cette rencontre improbable, ou évidemment pas pensée consciemment par le film. Je pense que Robert Klaus n'avait jamais vu un film d'Étienne Jules Marais, évidemment. Mais c'est pas grave, ça veut dire que Bruce Lee, par sa seule présence, oblige en quelque sorte le film à inventer des dispositifs. L'usage du ralenti invisible ou le dispositif des miroirs dont je vous parlais et qui n'était pas dans le scénario de départ. C'est-à-dire que le film pressent qu'il est en face d'une singularité telle qu'il faut que lui-même se hausse à un certain niveau pour restituer quelque chose du phénomène. Une chose aussi, je dis peut-être la chose dans le désordre, mais ça me revient parce que c'est important. Autant là, ça va vite, autant ce que je disais du plan tout à l'heure, c'est-à-dire comment occuper le plan et comment rester dans le plan sans en être évacué, fait que ça produit un effet aussi, qui est que le plan dure. Là, ça va très vite, mais quand Bruce Lee se bat, et vous verrez dans le film, plus ça avance et plus le découpage du film prend son temps, Bruce Lee étant tellement crédible dans ses mouvements qu'il n'y a pas besoin, comme aujourd'hui, de s'en remettre au raccord et à la durée subliminale du plan pour arriver à monter un combat qui donne l'impression que celui qui se bat est crédible dans son combat. Ici, en quelque sorte, c'est Bruce Lee qui fait le raccord, et il fait le raccord dans le plan parce qu'il peut tenir en quelque sorte la distance du plan par sa capacité athlétique, sa souplesse, sa présence physique et ses dons martiaux. Alors, voilà, c'était un peu bon, je ne veux pas peut-être entrer dans la question des visages parce que sinon ça va peut-être nous amener trop loin. Je voulais un peu poser à la fois ces quelques éléments biographiques, la question de l'occupation du plan, et puis une représentation possible de la vitesse et comment le cinéma a travaillé cette question de la vitesse. Parce qu'évidemment, Étienne Jules Marais, comme je vous le disais, lui, il a développé des caméras qui ne filmaient pas à 32 images secondes, mais à 100 images secondes, 200, 500. C'est-à-dire comment arriver à capter quelque chose d'un mouvement qui, à l'œil nu, est invisible. Alors voilà, c'était les trois choses que je voulais poser. La question des visages, j'en dis un mot très rapide. C'est une autre des particularités de Bruce Lee, et c'est une chose qui a été singée, c'est le cas de le dire, absolument de manière continuelle dans les faux Bruce Lee, et qui renvoie aussi, là aussi, je n'aborde pas cette question, mais vous l'avez vu dans l'extrait de La Fureur du Dragon avec Chuck Norris, c'est la question de l'animalité. Les cris, les feulements, les miaulements, tout cette existence par le son de Bruce Lee qui le rend totalement singulier et qui le rapproche de l'animal. C'est pas par hasard qu'un petit chat se glisse dans le montage du combat de La Fureur du Dragon, et je pense même que si Bruce Lee gagne, c'est parce qu'il tient du chat. Parce qu'il tient du chat et parce qu'il est le chat, c'est pour ça qu'il remporte le combat. Mais la question du visage, c'est que, très rapidement, comment je vais vous dire ça ? Bon, Bruce Lee était fou. C'est-à-dire qu'il était... il y a dans sa volonté de produire un corps aussi protubérant, il y a une folie, une pathologie. Cette pathologie,
pouvait se retourner en son inverse. Ce que je vous disais, le miroir, c'est à la fois le lieu où on fait son unité, mais aussi où on risque le démembrement, la dispersion, le déchirement, l'éclatement de soi. Et là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais dans l'opération Dragon, vous verrez comme le film est hanté par la question de l'ouverture du corps. Parce que le film, en quelque sorte, sans y répondre, se pose la question de ce corps de Bruce Lee. Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comme si Bruce Lee pouvait être une horloge qu'on allait démonter pour en comprendre les mécanismes, les ressorts, et voir comment ces muscles-là produisent cet effet. Et l'angoisse identitaire majeure de Bruce Lee, c'est évidemment l'ouverture, c'est-à-dire le corps ouvert, c'est-à-dire la dissection, le corps griffé, le corps lacéré, le corps ouvert, pour qu'on comprenne quelque chose, mais quelque chose de cette ouverture du corps qui va jusqu'à la défiguration. Et la plus belle chose, je trouve, chez Bruce Lee, c'est ce qui se passe sur son visage, c'est l'expressivité folle de son visage. C'était ça que vous avez à peine vu, qu'on laissera de côté pour aujourd'hui, mais qui est que Bruce Lee a la capacité sur son visage d'exprimer en même temps des expressions qui normalement devraient se succéder. Il a une faculté simultanée à produire quelque chose qui normalement est successif. Et cette tension-là, elle est évidemment l'expression de quelque chose que le film en permanence travaille à retenir et puis à libérer, qui est sa fureur, mais qui va beaucoup plus loin que ça, qui est la question de l'expressivité et la question de ce qu'on appelle comment je pourrais dire ça, la figure de l'acteur. Et comment l'acteur peut, par ce qui lui est donné pour représenter ce qu'il a à représenter, c'est-à-dire essentiellement le visage, arriver à faire passer les émotions. Et comment ces émotions-là se traduisent aussi bien par le geste, par le mouvement, que par le visage. C'est-à-dire comment, en quelque sorte, une pulsion intérieure peut trouver à se représenter. Comment on peut trouver une figuration à la pulsion. Il y a une phrase qui est une phrase célèbre de Charles Lebrun, qui était le peintre de Louis XIV, et qui disait, et qui est un texte qui est resté célèbre, mais qui disait « Tout ce qui cause à l'âme de la passion fait faire au corps quelque action ». Et bien ça, tout ce qui cause à l'âme de la passion fait faire au corps quelque action, il me semble que c'est une définition parfaite pour l'excès qu'on pourrait nommer Bruce Lee. Voilà, j'arrête là pour que vous puissiez, vous, si vous le souhaitez, réagir ou pas, poser des questions ou avoir eu une envie de dire quelque chose par rapport aux extraits que je vous ai montrés. Et sinon, on va boire un coup. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Profitons de... Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup déjà. Je voulais savoir si Bruce Lee n'était pas mort aussi jeune, si il avait dans l'idée de vouloir se détacher un petit peu de ses rôles de kung-fu pour entrer dans des rôles beaucoup plus classiques, ou si il voulait quand même aller encore plus loin et puis un peu s'enfermer malgré lui là-dedans. La réponse, elle vient en partie du film inachevé, puisque Le Jeu de la mort est un film qu'il commence en 1972, qu'il interrompt, il y en a 40 minutes qu'on peut voir, qui existent, et il interrompt le tournage pour commencer Opération Dragon. Et quand Opération Dragon sort en août 1973, Bruce Lee est déjà mort et il devait reprendre le tournage du Jeu de la mort en septembre ou octobre 1973. Pour dire qu'il était clairement dans la poursuite de sa singularité, qui était le Jeu de la mort, vous en connaissez le principe, c'est Bruce Lee qui entre dans une pagode à plusieurs étages, et à chaque étage, il rencontre un champion dans un art martial bien défini, que ce soit l'apkido, le karaté ou l'escrime philippine. Et chaque fois, Bruce Lee s'adapte et passe un étage supérieur. Bon. Ça dit aussi qu'il interrompt le Jeu de la mort pour tourner Opération Dragon, parce que le Jeu de la mort est un film qu'il tourne à Hong Kong pour la Golden Harvest, donc encore une compagnie chinoise, alors qu'Opération Dragon, c'est la première coproduction de l'histoire du cinéma entre Hollywood et Hong Kong. Et c'est, par rapport à ce que je vous disais au début, absolument ce que voulait Bruce Lee, c'est-à-dire être en tête d'affiche d'un film américain.
Donc, le fait qu'il interrompt, qu'il laisse en plan littéralement le jeu de la mort pour tourner Opération Dragon, dit à quel point l'Amérique restait pour lui l'aimant principal. Après, sur l'idée de faire autre chose, Bruce Lee disait lui-même qu'il n'était pas possible de faire ce qu'il faisait. C'est comme Charlot, je veux dire, une des raisons pour lesquelles, sans abandonner l'esprit de Charlot, Chaplin a cessé d'être Charlot, en tout cas visiblement, même s'il restait souterrainement présent dans Monsieur Verdoux et autres, c'est parce que physiquement, Charlot n'avait plus le corps, enfin Chaplin n'avait plus le corps pour faire Charlot. Bruce Lee, de toute évidence, la même question se serait posée. Sans doute, il aurait encore fait Le Jeu de la Mort et quelques autres films, mais voilà, après, il y aurait sans doute une forme de reconversion dans la production ou dans la réalisation, mais il serait resté, ce qui est une certitude, dans le cinéma. Oui, allez-y. En complément de ce que vous venez de dire, comment est-il mort? Comment se sont passés ces derniers moments? Alors, je le dis tout de suite, dans mon livre, je ne révèle pas la vérité sur la mort de Bruce Lee parce que dans le cas de Bruce Lee, c'est comme Marilyn Monroe ou Kennedy, il y a un nombre incalculable d'hypothèses, de scénarios expliquant la mort vraisemblablement accidentelle de Bruce Lee. Bruce Lee serait mort d'un œdème cérébral suite à une mauvaise réaction à un médicament. Après, voilà, ça c'est la version officielle, certifiée par la médecine, il y a par l'autopsie. Bon. Après, le nombre d'hypothèses sur la mort de Bruce Lee, il y en a une que j'aime beaucoup. On dit que Bruce Lee était capable d'arrêter son cœur et de le relancer, et que cette fois-ci, il n'y serait pas arrivé. Ça, je trouve ça magique sur, justement, les pouvoirs magiques qu'on peut prêter à certains êtres. Que ce soit, voilà, Marilyn Monroe. Enfin, tout d'un coup, c'est la pensée magique qui prend le dessus et qui devient le mode de relation avec la star, la personne, qui devient surhumaine. Bruce Lee était quelqu'un qui donnait le sentiment dans ses films qu'il était, non pas inhumain, mais surhumain. Donc forcément, sa mort ne peut pas être une mort habituelle, classique. Ça ne peut pas être la mort d'un mortel. Alors après, il y a d'autres explications. Il serait mort parce qu'il avait enseigné le kung-fu à des non-chinois aux États-Unis et que des vieux sages en Chine avaient engagé quelqu'un pour le cri qui tue et qu'il aurait comme ça été tué à distance. Il aurait aussi été tué par des triades parce qu'il avait refusé de payer quelque chose aux mafias de Hong Kong et qu'il aurait été éliminé voilà, dans un combat de rue. Voilà. Mais certains films, les faux Bruce Lee, certains scénarios sont des scénarios qui font des hypothèses sur la mort de Bruce Lee. Et puis après, il y a des faux Bruce Lee où des faux Bruce Lee enquêtent sur la mort de Bruce Lee pour savoir de quoi il est mort. C'est pour vous dire que on n'est pas couché si j'essaye de répondre à votre question. Alors, il y a une autre question ici. Et la mort de son fils? Non, mais c'est vrai que mais je comprends. Non, mais c'est une question préliminaire à l'autre question. Ouais, la mort de son fils aussi. Mais c'est très alors ça, c'est une affaire très troublante parce parce qu'il meurt quasiment dans les mêmes circonstances. Mais j'avais aussi une autre question à vous poser, très rapide. J'ai entendu dire par des gens qui sont censés être des spécialistes de Bruce Lee que comme c'était la mode à l'époque en Californie, il fréquentait beaucoup des gens à San Francisco, vous le savez, que Bruce Lee consommait énormément de marijuana, d'herbe. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Là aussi, c'est des informations invérifiables. C'est des rumeurs, c'est des choses qui sont dites à droite à gauche. C'est vrai que, comment dire, vu les performances dont il était capable, parce que vu les performances dont il était capable, les démonstrations auxquelles il se livrait, beaucoup ont pensé, et puis vu l'évolution de sa masse musculaire beaucoup ont pensé qu'effectivement il prenait des substances. Je ne peux pas ni vous l'affirmer, ni vous l'infirmer. Une chose en revanche qui est intéressante, c'est de se dire qu'une part de la fascination que Bruce Lee a suscitée à son époque et encore aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, et encore plus aujourd'hui, on était clairement encore un peu avant les effets spéciaux.
On était, d'une certaine manière, on était encore du côté du trucage, mais pas vraiment des effets spéciaux. Ce qui fait que le corps qu'on voit, on sait qu'il est vrai. C'est pas un corps de la palette numérique, c'est pas un corps du temps de l'image de synthèse. On est encore, je dirais, avant la guerre des étoiles. Donc, il y a une crédibilité renforcée par le fait que ce corps est véridique. Alors que ce corps-là soit, en quelque sorte, gonflé, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'à l'image, une part de la fascination que Bruce Lee a suscitée venait du fait que ce corps était un corps naturel, un corps auquel on pouvait croire. Voilà. Après, sur la mort du fils de Bruce Lee, Brandon Lee, c'est une histoire un peu compliquée, mais je n'en sais pas plus que vous, mais juste une chose que je trouve, alors là pour le coup, très très intrigante. Quand Bruce Lee tourne son deuxième film qui s'appelle La Fureur de vaincre, le dernier plan du film est resté très très célèbre. Bruce Lee est arrêté par la police, il y a un plan frontal, et Bruce Lee part du fond du plan, se met à courir vers la caméra, fait un saut gigantesque, et l'image se fige, et il reste en suspens comme ça, comme s'il venait vers la caméra, et ça se termine par un arrêt sur image. Cette idée-là, cette scène-là, dans le film Le Jeu de la mort, que je vous disais, Bruce Lee a laissé en plan parce qu'il est mort. Évidemment, la Golden Harvest, la maison de production qui avait ses 40 minutes, vu les mois qu'a suscité la mort de Bruce Lee, savait qu'elle tenait des images absolument sensationnelles. Donc elle a cherché, plutôt que d'exploiter les 40 minutes, elle a cherché à faire, là aussi, un faux Bruce Lee avec les 40 minutes du vrai. Et donc, en 1978 est sorti Le Jeu de la mort, qui est un film invraisemblable. J'ai tendance à dire que c'est le film le plus con et le plus conceptuel de l'histoire du cinéma, parce que, à la fois, c'est un film où on voit le vrai Bruce Lee et on recycle même pas, où on voit enfin les vraies images du jeu de la mort. Le film va même jusqu'à... Et puis, bien sûr, le film utilise des sosies. Des doubles, alors ils jouent avec des casques de moto pour pas qu'on les reconnaisse, on voit un faux Bruce Lee dans un rétroviseur, puis à un moment il y a un insert du vrai Bruce Lee, enfin c'est inénarrable. Et ça va jusqu'à utiliser, puisqu'à un moment le faux Bruce Lee meurt dans le jeu, vous me suivez, hein, dans le jeu de la mort. Et à ce moment-là, pour accréditer la mort du faux Bruce Lee, ils ont dans le film utilisé des images du véritable enterrement de Bruce Lee. Donc on a des images d'archives du vrai Bruce Lee dans son cercueil, et puis ça explique que comme en fait il n'est pas mort dans le film, il va pouvoir revenir, mais méconnaissable, puisque il est mort, ou il serait mort dans le jeu de la mort, la version exploitée après le décès de Bruce Lee, il serait mort de la façon suivante, c'est-à-dire qu'ils sont en train, dans le jeu de la mort, de tourner le plan que je vous décris dans La Fureur de vaincre, le moment où Bruce Lee court vers la caméra et s'arrête, du fait de l'arrêt sur image, sauf que là, parmi les caméramens, est planqué un tueur qui, au moment où la caméra tourne, shoot, lui aussi, et là, Bruce Lee tombe et est tué. Et la mort de Brandon Lee dans tout ça, c'est que, pour autant que je sache, Brandon Lee, qui avait lui aussi commencé une carrière d'acteur aux États-Unis dans les années 90 et qui avait tourné quelques films d'action à succès, est mort sur un tournage parce qu'il y avait une scène de combat. Et cette scène de combat devait être évidemment à arme blanche. Sauf qu'une des armes était chargée, ça n'a jamais été élucidé, et il est mort, je dirais, comme le faux Bruce Lee est mort dans Le Jeu de la mort qui reprenait le tournage du plan de La Fureur de vaincre. C'est pour vous dire que quand on est à la fois dans la mythologie, quoi. Quand on est dans la mythologie, c'est sans fin et sans fond. C'est-à-dire que encore une fois, une star ne peut pas mourir comme nous. Donc, à partir de là, se met en place toute une série de coïncidences, de pensées magiques, de pensées abracadabrantes, de coïncidences troublantes, d'aberrations qui semblent raccorder et qui produisent ce que je viens de vous raconter. J'aurais voulu savoir si Bruce Lee était souvent défié. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient se mesurer à lui tout le temps, quoi. Oui, c'est vrai. Lui-même se demandait si, parce que j'ai oublié de vous en parler, mais lui-même se demandait si dans un combat contre Mohamed Ali, qui l'emporterait. Parce que je dis ça parce que
Bruce Lee ne citait pas, comment dire, Bruce Lee, comme je vous disais, il a produit son corps. C'est littéralement quelqu'un qui voulait, pour créer le sentiment du jamais vu, littéralement passer pour un prototype. Donc c'est quelqu'un qui s'est inventé et qui reconnaissait assez peu des sources d'influence. En revanche, s'il a reconnu une admiration, c'était pour Mohamed Ali. D'ailleurs, dans Opération Dragon, vous le verrez, le combat dont vous avez vu le début contre O'Hara, à un moment, Bruce Lee, ou même dans le combat contre Chuck Norris, vous voyez que le jeu de jambes rappelle quelqu'un, et je pense que c'est évidemment aussi une forme d'hommage ou de citation. Bruce Lee avait acheté des films en Super 8 de combat de Mohamed Ali, et il se les projetait chez lui, mais comme Mohamed Ali, engagé du gauche, était gaucher, il avait placé un miroir devant l'image pour en quelque sorte inverser le mouvement et pouvoir mieux le copier. Non, mais c'est scientifique. Hein. Et je voulais vous dire autre chose sur Mohamed Ali, mais ça m'est sorti de la tête. Bon, oui, si, c'est Mohamed Ali. C'est la même chose que ce que je vous disais sur la vitesse de Bruce Lee, on n'a rien vu. Mohamed Ali était souvent critiqué parce qu'on disait que les combats étaient truqués. Parce qu'il se battait, et puis à un moment, l'adversaire tombait, et personne n'avait rien vu. Alors le coup fantôme, tout d'un coup, devenait combat truqué. Mais c'est que là aussi, la vitesse de Mohamed Ali était telle que la caméra n'avait pas eu le temps, d'une certaine manière, avait été prise de vitesse. Alors, quelle était votre question? C'était sur... pourquoi je vous ai parlé de Mohamed Ali? Ah oui, oui. Et donc, à l'inverse, effectivement, beaucoup de monde voulait défier Bruce Lee. Sur le tournage d'Opération Dragon, les figurants que vous voyez et qui font le cercle autour des combats étaient très très indisciplinés puisqu'ils avaient été recrutés à Hong Kong, ce n'étaient pas des acteurs ni même des figurants, et tous non, heureusement pour lui, mais beaucoup voulaient se mesurer à Bruce Lee, et la plupart du temps, d'après les histoires de tournage, la plupart du temps Bruce Lee éviter le combat. Une fois, visiblement, il a été agacé ou insulté, et donc il a accepté le combat contre un des figurants. Ça s'est mal fini pour le figurant. Voilà. Mais évidemment, Bruce Lee, par l'effet qu'il dégage, suscitait évidemment en permanence l'envie de la confrontation ou de la comparaison. D'autant que, mais là aussi on revient du côté du film, je pense que d'une certaine manière Bruce Lee se bat contre son imaginaire. C'est-à-dire que, évidemment, les figures qui l'assaillent de partout sont des figures qui existent à peine. Les figurants qui viennent se battre contre lui et qui sortent du plan en 2 secondes, comme dans Opération Dragon, ils n'ont même pas le temps d'avoir figure humaine. C'est comme une machine, c'est comme un délire où les figurines sont en fait comme un enfant qui jouerait et qui serait assailli par des agresseurs imaginaires. Ce qui explique d'ailleurs que à sa mort, il y a eu visiblement cette levée de faux Bruce Lee, parce que tout d'un coup, la figure était libre. C'est-à-dire qu'on pouvait non seulement, plus que se confronter à Bruce Lee, être Bruce Lee. Je veux dire, c'est là littéralement la panoplie des enfants, quoi. Moi aussi, à Noël, je serais Superman. Bien sûr. Est-ce que je peux, ou alors c'est, est-ce que je peux, par le combat, incorporer quelque chose de la puissance de l'autre? Je veux dire, ça, c'est des phénomènes psychanalytiques, pour le coup, qui sont évidemment constitutifs de l'idée de combat. Est-ce que je vais pouvoir, par le combat, mais c'est de la pensée magique aussi, c'est-à-dire recueillir en moi ou ingérer en moi quelque chose de ce que l'autre a et que je considère que je n'ai pas. Merci 1000 fois Bernard Benoliel pour cette belle soirée autour de Bruce Lee. Alors on a, certains l'ont su, on a une petite surprise ce soir puisque nous avons la chance d'accueillir Marc Chaland
qui est entraîneur spécialisé de nunchaku de combat et de nunchaku artistique dans la région lyonnaise et qui est 6 fois champion du monde de nunchaku. Il a découvert le nunchaku par Bruce Lee, donc ça, quand il a appris qu'on faisait cette soirée autour de Bruce Lee, il s'est manifesté. Et si le nunchaku que vous voyez dans les films de Bruce Lee sont des nunchaku de combat, lui, il pratique également le nunchaku artistique. Il va nous en faire une petite démonstration. Je vais peut-être demander au premier rang, juste l'espace de quelques minutes, de se mettre peut-être sur les côtés, même s'il paraît qu'il n'y a aucun danger. Alors, je vous laisse, pardon pour ceux qui étaient très bien installés. Voilà, il y en a pour quelques minutes, mais on a la chance. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement Marc Chaland.